dans l'administration publique, vous ne pouvez plus travailler dans le secteur privé, dans les grandes entreprises, etc. Et inversement, il y a toute une série de choses. Aussi sur le lobbying, c'est une autre proposition que je développe, à neutraliser le lobbying. Et il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme le temps passe vite et que je ne veux pas trop prendre de temps, je vais maintenant passer à quelques propositions où réellement, là, je veux dire, justement, il y a des exemples qui montrent que ça marche. Je commence par l'Italie. C'est dans le chapitre démocratie. Multiplier les référendums. Alors, on a eu beaucoup de référendums ces dernières années dans l'Union européenne. Très souvent, on n'applique pas les résultats du référendum, on piétine la volonté populaire, hein, les exemples sont nombreux. Mais en Italie, ils ont réussi, grâce à l'utilisation du référendum, de remporter deux grandes victoires très importantes. La première, c'est en 2010. Il y a la volonté de Berlusconi de privatiser tout le secteur de l'eau en Italie. Vous savez qu'il y a une offensive néolibérale partout sur la planète pour privatiser l'eau. Eh bien, il y a un article de la Constitution italienne qui dit que si les Italiens signent une pétition avec au moins 500 000 signatures, on peut obliger le gouvernement à faire un référendum, à organiser un référendum pour soit revoir sa copie ou abroger sa proposition de loi. Les Italiens se lancent dans la dynamique, le mouvement social et syndical se lance, et très intéressant, on nous dit que les citoyens ne s'intéressent plus, on est devant la télé, etc. Ça prend, les Italiens s'y intéressent. Oui, l'eau, ça m'intéresse. Est-ce que je veux ou pas? 1,4 million de signatures en moins de 6 mois. Berlusconi est obligé d'organiser un référendum et il est laminé à, je ne sais plus, 80%, et donc il doit reculer. Ok? Première victoire très importante sur le référendum. Très récemment, en mai 2017, donc il y a moins d'un an, le gouvernement actuel, j'ai oublié le nom du Premier ministre italien actuel, fait passer la loi travail. Vous connaissez en France, on a parlé de la loi travail, de la loi Macron, la loi El Khomri. Ici en Belgique, vous savez qu'elle a un autre nom. La loi Peters, qui vise à déréguler le marché du travail, flexi-job, vraiment déréguler tout le marché pour permettre aux entreprises d'engager, de licencier plus facilement, de diminuer les salaires, de pouvoir augmenter les horaires de travail jusqu'à 50 heures semaine, etc. La loi est passée en Italie. Elle est d'application. Une loi encore pire que la loi française et belge. Les Italiens recommencent. Ils se lancent dans le travail de la pétition pour imposer un référendum. Ils y arrivent. 1,1 million de signatures sont récoltées pour imposer au gouvernement un référendum. Le gouvernement se retrouve dans l'obligation, c'était prévu le 28 mai 2017, il devait faire le référendum, mais un mois avant, ils se rendent compte qu'ils se souviennent de la claque qu'ils se sont pris en 2010, ils se souviennent que le Premier ministre précédent, Matteo Renzi, avait fait un référendum pour modifier la constitution italienne pour avoir plus de pouvoir en tant que Premier ministre, et il s'était fait laminer. Et donc là, en se disant, mais on va encore se faire avoir, donc ils n'ont même pas attendu l'organisation du référendum, ils ont, au Parlement, directement abrogé toutes les revendications du mouvement social italien. Et là, on nous dit aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu 451 réformes du travail depuis 2008, c'est un véritable scandale, on réforme le travail partout en Europe, parce qu'il y a eu une crise financière, on n'a rien fait sur la... Il y a une crise financière, si on veut résumer, il y a une crise financière, donc la solution, c'est de réformer le droit du travail. 451 réformes dans l'Union européenne depuis 2008. Et des réformes, mais absolument insignifiantes sur le secteur bancaire et financier. Insignifiantes. C'est tout un chapitre que je développe dans le bouquin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc là, enfin bref, vous voyez la victoire très importante, l'utilisation de la Constitution et du référendum pour changer le rapport de force. Deuxième exemple. Vous avez entendu parler des
Et là, on va partir dans les pays scandinaves. Ces derniers temps, avec la volatilité des marchés boursiers qui revient, on nous dit « Ah, il y a quand même une probabilité certaine qu'une crise bancaire et financière va arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Hein. C'est tout à fait probable. Ça, on le dit depuis longtemps. Nous, Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a de nouveau une crise financière et des banques, de nouveau, vont toquer à la porte de l'État belge, français ou n'importe quel autre État en disant « Si vous ne m'aidez pas, eh bien, je tombe en faillite et comme je suis une banque systémique, tout le système financier et économique s'écroule. Donc, on va être obligé de débourser de nouveau des milliards et des milliards pour sauver les banques. » Alors, nous avons au CNDTM beaucoup critiqué la manière dont les sauvetages bancaires étaient faits. Quand on critiquait ça, qu'est-ce qu'ils nous disaient? C'est aussi une technique du pouvoir en général et des dominants. C'est de couper la réalité en deux mondes, le leur ou la catastrophe. C'est toujours ça qu'ils font. Quand on disait, mais vous avez organisé les sauvetages bancaires de manière aveugle et totalement aberrante, ils nous disaient, quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait fait? Qu'on ne fasse rien et qu'on regarde le secteur bancaire s'écrouler devant nous et les dépôts des épargnants s'envoler en fumée? C'est ça que vous vouliez? La catastrophe financière internationale? Nous avons empêché la catastrophe. C'est ça qu'ils disent. Hein? Et alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que oui, il fallait agir. Oui, il fallait agir vite. Oui, il fallait agir fort. Mais on pouvait agir de manière totalement différente et de manière beaucoup plus efficace. Et là-dessus, je ne sais pas si vous savez, il y a un exemple très concret. Les pays scandinaves ont connu une crise bancaire très forte en 1991 et 1992, avec toute une série de points communs par rapport à la crise de 2008. C'était une crise liée à la spéculation immobilière, comme les subprimes aux États-Unis. Le secteur bancaire était très concentré. C'était 3 ou 4 banques qui dominaient tout le secteur bancaire en Norvège, en Islande et en Finlande, avec des points différents aussi. Okay? Moins de globalisation financière, etc. Il y a eu une crise financière. Les banques sont tombées en faillite. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé le sauvetage bancaire selon 3 principes. Premier principe, on sort le conseil d'administration. On sort le conseil d'administration, les personnes responsables du fiasco. Est-ce que vous trouvez normal de les sortir? Oui, c'est évident, quoi. Mais c'est pas ce qu'on a fait en Europe. Hein. Vous savez qu'en Europe, ni en Belgique, on a dit au conseil d'administration, ah, vous avez besoin de 5 milliards, tenez, voilà 5 milliards, on vous fait confiance. Dexia, aujourd'hui, Dexia SA, qui est une vague banque, qui est donc une banque de défaisance, son avenir c'est mourir, elle n'a pas d'autre avenir, c'est son objectif. C'est de revendre tous les produits pourris qu'on a mis dans Dexia SA, on a créé Belfius, on a mis les bons produits dans, les produits sains dans Belfius, et on a mis tous les produits pourris dans Dexia. Mais on a aussi mis une garantie de 35 milliards d'euros sur Dexia SA. L'État belge garantit, si Dexia a un problème, l'État belge doit sortir 35 milliards. D'un coup, dans les 24 heures, avec un coup de téléphone et sans justification. Totalement, on a fait un procès d'ailleurs au Conseil d'État pour dire que c'était totalement illégal de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans Dexia SA. On ne sait pas. Il y a 35 milliards de l'argent de contribuables belges qui ont été mis en garantie. On sait que c'est pourri. On sait que c'est pourri, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'on n'a pas repris le contrôle de la banque. Et là, c'est ce qu'ils font dans ces 3 pays-là. Ils disent, s'il vous plaît, dégagez, on va reprendre le contrôle et regardez effectivement quelle connerie vous avez foutu. Et on analyse. Et puis on passe au deuxième principe. On rachète les banques à leur valeur économique réelle. Le deuxième principe n'est possible que si on a mis le premier. C'est-à-dire qu'on a accès à tous les comptes. On a accès à l'actif, au passif, aux dettes, aux créances toxiques. Et on regarde quelle est la valeur de cette banque. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Quelles sont les bonnes créances, quels sont les produits pourris, quelles sont les dettes, etc. Et donc, on dit, mais ça ne vaut plus rien, cette banque. Et on impose, si vous voulez, aux actionnaires une dévalorisation d'actifs très importante sur la base du bilan. C'est ce que les pays scandinaves ont fait. Et que valaient ces banques? Quasiment zéro.
pas zéro, mais elle ne valait quasiment rien. Donc ça a coûté très peu d'argent public pour sauver les banques. Okay. Puis après, troisième principe, on sépare, et ça on l'a fait dans les pays européens, mais dans certains pays on l'a très mal fait parce qu'on n'a pas vraiment séparé de manière totale, mais on sépare les produits pourris et on les met dans des bad banques et on met les produits, donc les bons produits dans une nouvelle banque. Le problème c'est qu'on passe d'une banque à deux banques et que pour créer une nouvelle banque, il faut de l'argent. C'est-à-dire que les fonds propres qu'on doit mettre sont liés à la capitalisation boursière de la banque. D'accord ? Et donc, si vous n'avez pas dévalorisé les actifs, ce qu'on n'a pas fait en Belgique et en Europe, pour créer une bad bank, ça coûte énormément d'argent, parce qu'on a considéré que des actifs valaient énormément. Okay, donc les fonds publics qui ont dû être mis pour créer une nouvelle banque ont été très importants, tandis que dans les pays scandinaves, ça a coûté quasiment rien, puisqu'on avait dit la banque ne vaut rien, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour créer cette bad bank. Et ensuite, eh bien, c'était réglé. Comme on avait dévalorisé les actifs, il fallait attendre beaucoup moins longtemps pour, dès qu'il y a eu une petite reprise de l'activité, on a pu revendre assez facilement les produits pourris et supprimer ces bad banks qui ne servaient plus à rien. Et on a assaini le système bancaire. Et si on prend la Suède, par exemple, la Suède, c'est 3% du PIB et la crise était réglée en 4 ans. Le secteur bancaire, en moins de 4 ans, était assaini et ça coûte 3% du PIB. Si vous comparez à la Belgique, on est à 6% du PIB et on n'a rien fait. Les banques belges sont toujours très instables, même le FMI sort des rapports en disant le secteur bancaire belge, attention, le secteur italien évidemment, lui, il est complètement, il pourrait mettre tout le secteur bancaire européen dans la mouise parce qu'il est vraiment au bord du gouffre. Donc on a très mal géré ça, et donc ça je ne sais pas, moi je pose la question, je l'ai posée, et je sais que Paul Magnette a eu mon livre sur son bureau, donc je pose à tous ces responsables, est-ce que vous étiez au courant qu'il était possible de faire autrement? Moi je l'ai appris après la crise, sincèrement. La crise c'était 2008-2009, c'est seulement en 2012 que j'ai appris cet exemple-là. Je me suis dit, mais quand même, donc il y a des choses très concrètes sur lesquelles on peut se baser pour agir différemment. Alors, ben, je sais pas, moi j'en ai plein d'autres, mais ça va pour l'instant ou pas? Vous suivez? Ça vous emmerde? Non? Non. Si vous avez une question, on n'est pas obligé d'attendre le débat aussi, vous pouvez intervenir directement. Alors, ben, j'hésite en fait, peut-être, le problème c'est que si je démarre sur la dette, je ne sais pas m'arrêter puisque c'est ma spécialité, donc vous êtes foutus quoi. Mais bon, on va dire, comme je ne sais pas quelle idée, je vais dire quelques mots sur la dette. Une phrase sur le constat. Je pourrais faire une conférence de 10 heures sur les constats, d'où vient la dette, pourquoi elle est légitime, etc. Mais je me concentre sur les propositions. Mais une phrase sur le constat. La dette, c'est deux choses. C'est un mécanisme de transfert de richesse des citoyens vers les détenteurs de capitaux. En plus, c'est un mécanisme qui est programmé pour ne jamais s'arrêter. C'est un mécanisme génial pour les businessmen et les créanciers. Déjà Karl Marx l'avait dit il y a un siècle et demi. C'est un des outils de transfert de richesse les plus dynamiques dans le capitalisme. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un outil de domination politique. Parce que les pays sont endettés, on peut leur imposer toute une série de politiques qui vont, comment dire, qui servent les intérêts des détenteurs de capitaux, des capitalistes, des 1%, on peut les appeler de différentes façons, des salopards si vous voulez. Et donc il faut s'en sortir. Vous savez, en Belgique, aujourd'hui, depuis 2012, on applique des politiques d'austérité qui dégradent les conditions de vie de plein de citoyens et citoyennes belges, avec des taux de pauvreté, des augmentations de précarité, d'exclusion sociale,
de suicides en Grèce, c'est un drame ce qui se passe en Grèce, etc., au nom du remboursement de la dette. Toutes les politiques qu'on applique aujourd'hui en Europe, elles se font sous le prétexte d'une diminution de la dette. Donc, comment est-ce qu'on sort de ça? Il y a plusieurs possibilités. Et plutôt que de rentrer de nouveau dans des propositions théoriques, je vais donner un exemple d'un pays qui a décidé de s'attaquer aux créanciers et qui a gagné. Et il a utilisé deux outils très simples. L'audit de la dette et la suspension de paiement. Alors, c'est Rafael Correa, en Équateur. C'est un économiste qui a fait ses études à Louvain. Il parle parfaitement français, sa femme est belge. Il a été ministre de l'économie dans le gouvernement conservateur d'Équateur, et puis il a démissionné à flux de fracas, il s'est lancé dans une campagne présidentielle et il est devenu président en 2006. Et dans son programme, il avait dit, si je suis président, je m'attaquerai à la question de la dette. Et donc il est élu président en décembre 2006, et miracle, il applique et il respecte ses promesses électorales. Ça arrive, on n'est plus habitué ici en Europe, mais ça arrive, et il met en place un comité d'audit intégral du crédit, piloté par l'exécutif, mais avec des mouvements socio-équatoriens et avec des experts internationaux. Éric Toussa, qui est le fondateur du CADTM, qui a été mon boss, mon collègue, qui m'a beaucoup formé et qui est reconnu comme un des experts mondiaux de la dette. Il a écrit une vingtaine de bouquins, je vous conseille de regarder sur YouTube ses conférences, etc. C'est le spécialiste mondial, un des spécialistes mondiaux de la dette. Il est appelé par Rafael Correa pour demander s'il peut faire partie du comité d'audit intégral de la dette. Il dit oui, bien sûr, et il va en Équateur, il se rend en Équateur, et le but c'est d'analyser, c'est quoi un audit? C'est très simple, c'est analyser tout le processus d'endettement d'un pays. Ils prennent une période de 40 ans, donc je pense 1976-2006, quelque chose comme ça, ça fait 30 ans, mais c'est peut-être 66, il faut vérifier la période exacte. Ils se séparent, ils se répartissent le travail, les dettes commerciales, les dettes dues aux autres États, les dettes dues au FMI, les dettes dues aux banques, etc. Et ils analysent tout. Okay? Un an plus tard, le rapport sort, c'est une bombe. Le rapport dit 80% de la dette équatorienne n'a pas à être remboursée. Elle a été contractée de manière illégale, frauduleuse, irrégulière, illégitime, odieuse, toute une série de concepts légaux, juridiques qui ont différentes valeurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je développe dans le bouquin. Et c'est très important, il y a d'autres audits qui ont été faits. Partout où on fait des audits, on trouve de l'illégalité. En France, il y a plein de dettes illégales, hein, et il y a beaucoup de combats, notamment avec les dettes locales, etc. Il y a 300 procès de communes françaises qui font un procès à la banque Dexia qui leur a vendu des produits toxiques. Vous savez qu'une banque a l'obligation de, ça s'appelle comment, a l'obligation d'informer son client. Une banque travaille pour un client. Quand elle fait un prêt, elle doit donner toutes les informations à son client. Elle a vendu des produits toxiques en abusant de la confiance des communes françaises, et il y a 300 procédures judiciaires en cours en France. En Belgique, c'est moins grave à ce niveau-là, mais il y a d'autres choses très intéressantes en Belgique. Je pourrais en parler aussi des heures ici, mais je reviens sur l'Équateur. Que fait Rafael Correa? Alors, pour vous montrer qu'il y a plein de possibilités, quoi. La première possibilité, c'est ce qui se passe en Europe, c'est ne pas faire d'audit, ne pas tenir compte des résultats, ne rien faire, payer la dette, dire qu'il n'y a pas de débat, on doit payer la dette. Vous avez déjà entendu un débat sérieux qui dit on pourrait diminuer la charge des taux d'intérêt, diminuer le paiement de la dette. Non, on doit la payer. Il n'y a pas de débat là-dessus, il y a un tabou sur le paiement de la dette. Ou alors il aurait pu faire une autre chose, c'est de dire j'attends les résultats de l'audit, j'ai des preuves que 80% de la dette est illégale et j'envoie brûler les créanciers et je ne paye pas. Okay? C'était possible. Et d'ailleurs, il aurait pu le faire aussi. Il n'a pas fait ça. Il a fait autre chose, très intelligent en fait.
Il a fait vraiment un coup fumant, quoi. Dès les 2-3 premiers mois du travail réalisé avec la commission, il y a des rapports intermédiaires. Il y a des réunions avec Raphaël Correa, et ils lui disent on est en train de trouver, vous allez être content, on est en train de trouver plein d'irrégularités, plein d'illégalités dans les dettes, dans les contrats. Et donc, ce qu'il fait, il fait des discours à la télé publique qui sont retransmis sur CNN en disant attention, vous, les créanciers, si je trouve, j'ai une commission d'audit, si je trouve des dettes illégales ou illégitimes, je ne les payerai pas. C'est clair? Et il fait plusieurs discours comme ça, fracassants, dans les médias. Et c'est là, je dois faire une petite digression pour que vous compreniez ce qui se passe. Il y a deux marchés de la dette. Il y a le marché primaire de la dette. Ça, c'est quelques banques. En Belgique, il y en a 13. Il y a 13 banques qui sont agréées officiellement pour acheter des titres de la dette publique belge, okay, à un taux. Il y a une négociation avec l'agence de la dette à 10 ans. La majorité des obligations qu'on vend en État, c'est 10 ans, okay, à du 3%. Okay. Et c'est une négociation, donc ils prennent des titres, le gouvernement a de l'argent et peut l'utiliser pour financer ses déficits, etc. D'accord? Ça c'est connu, c'est assez transparent. On peut avoir des données, y compris à la Banque nationale de Belgique, etc. Le problème, c'est que ces banques-là, dès qu'elles ont acheté un titre, à la seconde même qu'elles ont acheté un titre, elles peuvent le vendre sur le marché secondaire de la dette. Et là, c'est l'opacité la plus totale. Vous ne savez pas ce qui se passe. On vend, on achète d'occasion, on coupe différentes dettes, des morceaux de dettes, on fait des CDO, des Collateral Debt Obligations, c'est-à-dire qu'on coupe plein de petites dettes, on les met dans des paquets cadeaux avec plusieurs, et on les revend. Et donc, on ne sait pas. D'ailleurs, je vous dis un truc, moi je fais partie de ACI Belgique, c'est l'audit citoyen de la dette en Belgique. Et une des revendications de l'audit citoyen de la dette en Belgique, c'est de dire, nous voulons connaître qui sont nos véritables créanciers. Nous ne le savons pas. Vous savez que nous ne savons pas qui sont réellement les créanciers de la dette belge. Parce qu'ils se cachent dans le marché secondaire. Alors, il y a moyen de le savoir, j'y viendrai après, et la meilleure manière de le savoir, c'est d'arrêter de payer. Et c'est ce que l'Argentine a fait. J'y reviens juste après. Je reviens sur l'Équateur pour essayer de ne pas trop partir dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où Raphaël Correa dit « Je ne payerai pas les dettes illégales ou légitimes ». Que se passe-t-il sur le marché secondaire? C'est une question que je vous pose. Comment? Exactement, mais pourquoi? Toi, par exemple, tu détiens des titres, que fais-tu? C'est ça. Personne ne veut garder ces titres quand il y a un fou furieux qui dit qu'il ne va pas les payer. Donc tous les titres se mettent en vente, parce que ceux qui les ont, ils savent qu'ils les ont. Hein. Nous, on ne sait pas qui les a, mais eux, ils savent qu'ils les ont. Ils les vendent. Qui veut les acheter? Personne. Personne. Et ça, c'est ceux qui ont fait les sciences économiques, mais comme vous êtes en sciences humaines, vous avez peut-être eu un petit cours sur la loi de l'offre et la demande, c'est en général hein, le premier cours d'économie à l'université, la loi de l'offre et la demande, hein, avec le graphique comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde veut vendre un truc et que personne ne veut l'acheter? Le prix dégringole, en fait, s'effondre. C'est pas diminue, c'est s'effondre. C'est-à-dire que sur le marché secondaire de la dette, un titre équatorien où il est mis 1000 $, s'achète 200. Vous mettez 200 et vous avez un titre où il est mis 1000. Il n'est pas mis 200, il est mis 1000. Hein. Et 80% de réduction de la valeur des titres. Okay. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse supplémentaire. Les fonds vautours, je ne sais pas si vous avez entendu parler des fonds vautours, ce sont des institutions financières qui, elles, c'est leur job, c'est leur core business, c'est d'acheter ces produits-là, okay, elles les mettent dans leur coffre et elles attendent tranquillement. Et dès qu'un pays a une difficulté juridique ou se relève un peu financièrement, économiquement, ils vont devant des tribunaux anglais, parce que c'est les plus violents en termes de respect du droit de propriété privée, et ils font un procès à l'État en demandant de récupérer non seulement les 1000, alors qu'ils ont acheté 200, plus les dommages et intérêts d'attente, plus les intérêts de retard, plus les intérêts... Et ils font du 6000% de bénéfices, ces fonds vautours-là. Vous voyez ? Et pour l'instant, d'ailleurs, il y a le 7 mars, on fait le CADTM, si vous tapez fonds vautours CADTM, on fait pas mal d'actions, on vient de sortir un court-métrage,
et il y a un combat entre l'État belge et un fonds vautour qui attaque la Belgique. Il y a une loi qui est en train d'être déstructurée en Belgique qui protégeait un peu la violence des fonds vautours sur les capitaux belges, mais je n'en dis pas plus ici. Alors, voilà la situation. Que fait Rafael Correa? Rafael Correa, c'est l'Équateur. C'est un petit pays pauvre d'Amérique latine, comme le FMI dit. Hein. Eux, ils utilisent les pays. Il ne faut pas dire pauvre normalement, il faut dire exploité, opprimé, zominé. Mais c'est un petit pays pauvre, sauf qu'il a une ressource. Il en a plus qu'une, mais la ressource principale, c'est quoi en Équateur? Le pétrole. Il a du pétrole. Et en 2007-2008, les cours du pétrole sont très hauts. C'est quasiment, je crois, 120, 130 $ le baril. Hein. Donc, il a des réserves de devises dans les coffres de sa banque centrale. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit coup, une petite feinte à la Ronaldo. Il engage de manière très discrète, c'est très important, une banque française, la banque Lazare, en lui disant « Utilise tes filiales, ne les achète pas tout toi d'un coup, mais utilise tes filiales pour me racheter ma propre dette à 80% de réduction. » Et il se rachète une grande partie du stock de sa dette à 80% de sa valeur. Donc il fait diminuer le stock de la dette de manière très importante. Et en plus, il y a un autre élément positif. C'est quoi? C'est qu'il économise beaucoup d'argent en termes d'intérêt. Parce que quand vous êtes propriétaire de votre dette, vous ne devez pas payer des intérêts, enfin vous pouvez les payer. Vous les payez à vous-même. Donc il y a des estimations qui estiment qu'il y a 7 milliards d'économies, plus 330 millions de dollars pendant 15 ans qui ont été économisés. Et il faut rajouter une chose très importante, c'est que, enfin, tout de suite je peux dire la conclusion. La première conclusion qu'on peut tirer de cette expérience-là, c'est qu'un petit pays seul peut décider de se lancer dans une bataille avec les marchés financiers et de gagner la bataille. On nous dit aujourd'hui que les banquiers sont trop puissants, les marchés, etc. Un petit pays, en utilisant l'audit, et j'ai oublié un point très important, en fait, je vous ai parlé du rapport intermédiaire, des discours médiatiques, puis là, à un moment donné, il y a eu de telles preuves, mais des preuves irréfutables d'un point de vue de la légalité, qu'il a dit, c'est bon là, ces titres-là, les bonus 2030, qui s'appelaient des bonus 2030, ces titres-là, je ne les rembourse pas. Et il y avait une échéance de paiement, et il a suspendu le paiement, et il n'a pas payé. Et c'est ainsi qu'il a pu faire tout ce processus-là. Donc un petit pays seul peut décider de gagner une bataille importante contre les marchés financiers, et peut faire l'inverse de ce qu'on nous demande ici en Europe. En Europe, on nous dit dépenser moins dans la santé, dans l'éducation, etc. Pour faire quoi? Pour avoir plus d'argent, pour mieux rembourser la dette. Rafael Correa et l'Équateur ont fait l'inverse. Ils ont décidé de dépenser moins dans la dette, et ça, tous les mouvements sociaux équatoriaux le disent, c'est que les nouvelles marges de manœuvre qui ont été utilisées, qui ont été gagnées grâce à cet audit et cette suspension, ont été utilisées pour augmenter les dépenses dans la santé, dans l'éducation et dans les infrastructures de base. Donc ça, c'est vraiment un exemple très important. Je pensais que... Ah oui, je peux dire un mot sur l'Argentine, mais d'abord, petite anecdote. Je pensais que c'était le premier pays au monde à avoir fait un audit. Alors, je me suis trompé. C'est pas le premier. Le premier, c'est le duc de Sully. En 1500, il faudrait que je retrouve la date, mais les finances sont à terre en France. Le duc de Sully est nommé ministre des Finances et il décide de faire un audit. C'est dommage, il faudrait vite que je retrouve les dates, parce qu'il y avait deux, trois autres trucs. Mais... Et donc, on va voir si je retrouve ça. Qu'est-ce qu'il fait? Là, évidemment, il n'y a pas d'ordinateur, mais il analyse les archives et il trouve quoi? Déjà à cette époque-là, 50% de dettes totalement illégales, totalement frauduleuses, et donc il les annule d'un coup. Puis, les taux d'intérêt à cette époque-là, c'était du 16% que la France payait à ses créanciers, et il décide de manière unilatérale de faire passer les taux d'intérêt de 16 à 4%, de manière unilatérale, sans demander l'avis. Et les créanciers se sont, et il a dit, toutes les dettes qui restent, vous devez venir, et on va négocier une réduction de 30 à 40% du stock.
et ça a marché sans problème. Alors, il y a